Bien, dans cette seconde partie, on va s'intéresser à la largeur de la raie qui est émise donc par le phénomène d'émission du laser. Alors, si on prenait le résultat précédent de façon purement mathématique, on pourrait se dire, eh bien, de toute façon, le photon, par exemple, qui serait absorbé dans le phénomène d'absorption, mais dans le même phénomène pour l'émission, on devrait avoir une relation extrêmement rigoureuse qui dirait, ben, j'ai un niveau d'énergie fondamentale, j'ai un niveau d'énergie excitée, et la fréquence du photon émise est parfaitement définie, nu0 égale E2 moins E1 sur H, la constante de Planck. Et on pourrait se dire, ben, c'est terminé, on a donc notre faisceau purement monochromatique obtenu tel qu'on le souhaite. Alors, ce n'est pas si simple que ça, pour deux raisons. Alors, il y a une première raison très fondamentale, mais qui est une raison de mécanique quantique que je ne vais pas aborder ici, qui est liée à l'existence, en fait, des niveaux du vide, qui fait qu'en fait, tout état excité a une certaine largeur. Tout état excité n'est pas rigoureusement un seul niveau, mais il y a une certaine imprécision sur le niveau d'énergie. Ce qui fait que, en fait, vous avez une petite marge sur la valeur de nu0. Mais ceci, je ne vais pas en tenir compte, c'est un phénomène assez subtil, plus fin que ce qu'on va voir maintenant, donc on peut ne pas le prendre en compte. Donc faisons comme si, en fait, les niveaux d'énergie avaient des valeurs extrêmement bien définies, je dirais des valeurs mathématiques, avec vraiment une valeur extrêmement précise. Et ceci semblerait imposer que la fréquence émise par l'atome est exactement une fréquence totalement exacte, et donc un rayonnement monochromatique. Alors, il ne faut pas oublier que, même si on suppose ceci, que l'atome ne va pas être fixe. Vous prenez par exemple le laser hélium-néant, un laser à gaz hélium-néant, vous avez des particules, c'est un gaz, donc des particules qui se déplacent, et on sait que lorsque vous avez les atomes, à un certain état d'énergie thermique, ils peuvent se déplacer, et donc, lorsqu'ils vont émettre le photon, ils vont l'émettre dans leur référentiel. Donc cette formule-là est vraie en fait dans le référentiel d'émission de l'atome, mais votre cavité, elle est en général fixe dans le laboratoire. Donc finalement, si on représente la cavité ou le laser lui-même comme un observateur fixe, on sait que si un signal est émis à une certaine fréquence nu0, et que l'émetteur se déplace à une vitesse v par rapport à l'observateur, la fréquence qui est perçue par l'observateur du fait de l'effet Doppler est différente. Donc on a déjà abordé ce phénomène-là dans une autre partie de l'année, donc je n'y reviens pas. Alors par exemple, si on fait le cas simple où l'atome arrive avec une vitesse v en direction de l'observateur, la fréquence que va percevoir l'observateur, ce sera la fréquence d'émission, facteur de 1 plus v sur c, v étant la norme de la vitesse de l'atome, et c étant la célérité de la lumière dans le vide. Alors, dans la limite où v est petit devant c, mais c'est bien le cas ici. Alors, c'est un exemple. Bien sûr, l'atome n'a aucune raison d'aller exactement dans la direction de l'observateur, et en conséquence, on peut imaginer que la vitesse soit comme ceci, qu'elle soit inversement comme cela, donc si elle était dans l'autre sens, on aurait un signe moins. Elle peut être perpendiculaire, et donc ici à l'ordre 1 non relativiste, on aurait 0, enfin on aurait une correction nulle, pardon. Donc on voit que finalement, le nu perçu va pouvoir, selon la direction de l'atome, varier entre nu0 fois facteur de 1 moins v sur c, ou nu0 facteur de 1 plus v sur c. C'est-à-dire qu'en ordre de grandeur, un facteur de près, mais en ordre de grandeur, la variation relative de fréquence, et donc l'ensemble des fréquences que perçoit l'observateur fixe, fluctue en v sur c. Et donc vous n'aurez pas un nu0 rigoureusement, enfin un nu qui sera perçu par l'observateur, qui sera une valeur précise, mais il y aura un étalement de ces valeurs sur un ensemble de valeurs possibles. Et alors maintenant on va essayer d'estimer ce v sur c, parce qu'en gros le delta, si on fait delta perçu moins nu0 sur nu0, on va trouver un delta nu sur nu qui est en ordre de grandeur en v sur c.
Alors C, on prendra la vitesse de la lumière. Donc pour le C qui est ici, on va bien sûr prendre la vitesse de la lumière dans le vide. Mais pour la vitesse V, alors quelle est typiquement la vitesse d'une particule dans un gaz à température ambiante? Donc on sait que si on reprend le chapitre sur le gaz de première année, en particulier l'aspect microscopique, on sait que des particules qui se déplacent et qui ont une température d'ensemble T, leur vitesse quadratique, disons, pour simplifier, leur vitesse moyenne, pour simplifier, disons, est donnée par le fait que l'énergie cinétique microscopique est associée à l'énergie thermique sous la forme 1,5 de mv carré égale 3,5 de kBT, ce qui permet d'obtenir en fait la température. Et alors si vous prenez des valeurs typiques, donc pour la température, vous prenez une température ambiante, pour la constante de Boltzmann, vous prenez la valeur de la constante de Boltzmann. Pour la masse, alors là il faut bien mettre la masse d'une particule, hein. Vous prenez par exemple, si c'est l'hélium-néant, bon, si vous avez de l'hélium, vous prenez l'hélium avec son nombre de nucléons, quelques nucléons, fois la masse d'un nucléon, disons la masse d'un proton pour simplifier, donc là vous prenez la masse d'un atome avec le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, et ainsi, en faisant le calcul, vous trouvez une vitesse, et typiquement, si vous avez dû faire ça en première année, on sait que à température ambiante, alors ça dépend de la masse bien sûr, mais les vitesses typiques des particules microscopiques sont de l'ordre de la centaine de mètres par seconde. Et donc si on fait ce rapport entre V, la vitesse des atomes, et C, la célérité, on a du 10 puissance 2 sur 10 puissance 8, le facteur numérique m'importe peu, j'ai de toute façon peut-être oublié un 2 en facteur, donc on est sur du 10-6. Donc en fait, l'arrêt n'est pas monochromatique, elle a une certaine largeur spectrale, mais bon, qui est quand même modeste parce que c'est une largeur de 1 millionième. Repensez au Soleil, dans le cas du Soleil, vous avez une émission qui se fait autour du visible, disons à 500-600 nanomètres, et vous avez le spectre visible qui fait 400 nanomètres de largeur. Donc ça veut dire en fait que si vous faisiez le rapport de delta nu sur nu dans le cas du Soleil, vous seriez autour de 1. Et là on est à 10-6. Donc on a une raie qui est plus monochromatique. Donc finalement, le spectre que vous allez observer, alors bien sûr ce n'est pas du tout à l'échelle, hein, il faut imaginer que là ce serait plutôt ce genre de schéma qu'il faudrait faire, mais simplement il faudrait que, si je compare cette distance-là à cette distance-là, la deuxième distance la longueur du second segment devra être 1 millionième de la première, ce qui m'avait difficile de représenter. Donc en fait ce que je fais, c'est que typiquement le spectre en fréquence de la lumière qui va être émise par l'émission stimulée, elle sera centrée sur un certain nu0, bien sûr nu0 donné par cette formule, et la valeur de nu0, si on prend par exemple du visible avec un laser hélium-néant qui émet à 632 nanomètres, mais disons 600 nanomètres pour simplifier, et on voit qu'on a du 10 puissance 8, donc nu c'est sur lambda, donc 10 puissance 8 sur 10 moins 7, on est autour de 10 puissance 15 Hz, donc la valeur typique de la fréquence d'émission du faisceau laser lumineux, enfin visible optique, c'est de l'ordre de 10 puissance 15 Hz, et sa largeur, eh bien, elle fait 1 millionième de 10 puissance 15 Hz, donc bien sûr, c'est absolument pas à l'échelle sur le graphique, donc typiquement, 1 millionième de 10 puissance 15, on retrouve l'information de l'énoncé qui dit que la largeur spectrale du laser, la largeur spectrale liée à l'arrêt spectral de l'émission est de l'ordre du gigahertz. Alors c'est déjà bien parce qu'on a un rapport en 10-6, on va essayer d'améliorer ceci grâce au filtre. Donc on va encore essayer de réduire la largeur spectrale qui va vraiment être autorisée grâce au filtre passe-bande qu'on va étudier maintenant. Voilà. Donc là, voilà cette seconde partie, sur le fait qu'on a déjà un signal qui est relativement monochromatique à la sortie de l'amplificateur, mais on va encore essayer d'améliorer ça grâce au filtre passe-bande.